Alain Glon, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici au siège de la société Bretz que vous avez fondée. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter votre parcours à ceux qui regardent braisinfo.com et est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'homme et également votre parcours professionnel, votre carrière? Eh bien, je suis né il y a fort longtemps. C'était en pleine guerre, en 1941, et dans une famille qui avait 5 enfants. C'était un moulin, mais avec la ferme à proximité. Donc, avoir remué les sacs ou gardé les vaches, tout ça, je l'ai connu. Et comme on le dit en s'amusant, le cheval et la charrette. Bon. Et tout ça conditionne la vie d'un gamin et probablement le prépare à un parcours on n'avait jamais imaginé. On ne se posait pas la question en termes d'emploi, de droit, et le reste. Il y avait des choses à faire, on le faisait. Tout ce qui nous paraissait intelligent, aller dans le sens de l'intérêt commun, on le mettait en œuvre. Alors probablement que cette enfance m'a marqué avec un père qui était dans la résistance, alors, je ne sais dire si les souvenirs que j'ai de l'occupation et je veux dire, les descentes de la Gestapo ou autres pour fouiller le moulin, est-ce que c'est une mémoire visuelle, puisque j'avais 3 ans à l'époque, ou est-ce que c'est parce qu'on me la racontait très souvent? Je ne le saurais dire, mais en tout cas, ça m'a marqué. J'ai vu se prolonger au sortir de la guerre tous ces contrôleurs qui venaient avec les mêmes vélos et les mêmes sacoches, les mêmes imperméables qu'avaient les Allemands quand ils venaient. Probablement que ça m'a donné un côté un peu rebelle par rapport à des contrôles qui vivent pour eux-mêmes et non pas pour orienter les choses comme il se doit. La deuxième chose, certainement que c'est la misère. J'ai beaucoup de mal à supporter la misère, peut-être pour avoir vécu toute mon enfance avec un ouvrier qui travaillait au moulin, que ma grand-mère avait pris en gage quand il avait 7 ans, à la foire au Patou de Pontivy. Donc, quand vous vivez avec quelqu'un qui a eu ce parcours, qui n'est retourné que 2 fois dans sa famille, une fois avant le service militaire et une fois avant de partir à la guerre, ça nous marque, ça imprime une sorte de rage contre, au fond, des injustices, la misère en elle-même. Et d'ailleurs, mon épouse s'est occupée des Restos du Cœur de Pontivy pendant 18 ans. Alors probablement que c'était pour moi un moyen de me dédouaner des exigences que je formulais à l'égard de mes collaborateurs en tant que patron. Mais bon, la vie est compétition et il faut faire avec. Donc je pense que oui, toute cette enfance m'a conditionné. Il y a aussi le fait de ne pas avoir été à l'école parce que il fallait travailler à la maison, puisque à la suite de sa captivité, mon père a eu une santé précaire. Donc Et vous êtes formé sur le tas? oui, sur le tas, je suis allé jusqu'au BEPC, et après tout, si ça nous donne l'envie de continuer d'apprendre, et je considère être encore tous les jours à l'école, de devoir apprendre, je pense que c'est une chance. Et d'ailleurs, on voit souvent que ce sont ceux qui n'ont pas été trop longtemps à l'école qui finissent par oser, peut-être parce qu'ils n'ont pas fait de calcul de proba et qu'ils ont une forme d'inconscience par rapport aux risques qu'ils prennent. Mais bon, la vie nous a fait ainsi et après tout, c'est pas si mal, quoi. Et alors, où en êtes-vous à l'heure actuelle au niveau de vos entreprises, justement? Alors, la façon de répondre, souvent j'utilise le tiers-temps. Je passe
un tiers de mon temps sur les affaires que nous avons gardées dans la famille après avoir cédé le groupe Glon à Sophie Protéol. Donc un tiers alors autour des chips, tout près de l'usine où nous sommes aujourd'hui, et qui démarre une nouvelle usine dans les 2-3 semaines qui viennent au Pouzin, donc en Ardèche. D'autres activités dans les emballages, fabrication d'emballages à partir de récupération de papier, et puis d'autres encore dans le négoce de bois pour le chauffage, mais également le négoce de produits alimentaires ou autres. Alors le deuxième tiers m'amène du côté de l'Asie, puisqu'une partie de notre futur se construit là-bas, et donc mon fils Benoît est établi au Vietnam depuis 5 ans maintenant et œuvre dans le transfert de technologie vers le Vietnam, la Chine et un peu aussi vers la Malaisie. On a des choses à enseigner dans ces pays pour leur apprendre à faire autrement, mieux faire, puisqu'ici les technicités que nous avons sont remarquables, exceptionnelles, en termes de préservation de la nature, d'efficacité, etc., de qualité des produits. Et donc les pays d'Asie sont très intéressés par nos expertises. Donc ça, c'est le deuxième tiers. Et le troisième tiers, eh bien, je vais dire, ce sont les intérêts de la Bretagne au sens large. Et j'œuvre là, plus précisément, au travers de l'Institut de Locarne. Pardon. Alors justement, oui, vous êtes le grand patron de l'Institut de Locarne. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet institut et qu'est-ce qui vous a amené à le créer avec d'autres de vos amis et de vos collègues, et où en est-il aujourd'hui? Alors quand vous dites le grand patron, ça m'interpelle, parce que pour moi le bon patron, c'est celui qui invite, qui oriente, mais en étant aussi peu visible que possible, puisque pour moi un bon patron, c'est celui qui amène chacun de ses collaborateurs à faire plus et mieux que ce dont il se croyait capable. Et en tout cas, c'est dans cet esprit que je tente d'agir à Locarne, avec une équipe formidable, constituée essentiellement de bénévoles, des gens qui, après leur parcours professionnel, considèrent qu'ils peuvent encore donner aux autres, et ils le font de façon remarquable, notamment dans toute la formation que nous apportons à des jeunes qui sont un peu perdus, bien qu'ayant souvent beaucoup de diplômes, à des gens qui sont tombés à côté du chemin, comme on dit, une rupture dans le parcours professionnel à la suite soit d'un problème familial, d'un problème de santé ou autre, et également sur la formation de gens pour reprendre des entreprises, en gros remettre une dynamique territoriale. Et au-delà de ça, nous animons un certain nombre de conférences pour ouvrir le regard de ceux qui viennent à l'Institut sur le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait nous le raconter ici. Alors justement, l'Institut a souvent été montré du doigt par certains, notamment du côté de Paris. Qu'avez-vous à leur répondre? On a encore vu des France Inter récemment qui a invité Françoise Morvan, analyste de la Bretagne, entre guillemets, qui s'est un petit peu lâché sur l'Institut de Locarne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces détracteurs? Eh bien, je vais dire, ma première réponse, c'est de dire que si certains éprouvent le besoin d'agresser l'Institut, c'est probablement parce que l'Institut est devenu une référence, enfin, à une reconnaissance qui pourrait gratifier ceux qui osent en dire du mal. Mais ça a toujours été comme ça. Si on dit du mal d'une grande entreprise, on est beaucoup plus crédible que si on dit du mal de l'artisan voisin. Bon, c'est comme ça, nous y sommes habitués, nous ne nous en offusquons pas. Après tout, chacun peut dire ce qu'il souhaite, c'est sur les actes que l'on attend les gens. En tout cas, nous, c'est comme ça que l'on conçoit les choses. Il y a beaucoup de disous,
mais il y a un peu moins de faisous. Alors oui, on a été très critiqués puisque les gens qui venaient faire des conférences à Locarno nous parlaient du monde tel qu'il est, notamment parce que c'était souvent des étrangers, et que ce monde était insupportable par rapport à l'organisation française. Or, depuis, les événements montrent que le système français est dans une grande désolation. Et plus ça va, plus on attend de choses de Locarno, infiniment plus que ce que nous sommes en situation de faire, et on ne revendique pas de faire. On est toujours dans la même logique, éclairer le chemin pour tous ceux qui le souhaitent, hein, les entrepreneurs, mais aussi les politiques et bien des gens de l'administration, au fond, qui en envie vient. Je pense que c'est un lieu de tolérance, et quand vous faites référence à l'émission de Daniel Mermet, nous avons accueilli, je crois, de façon fort sympathique une journaliste de France Inter qui a vu comment nous étions faits. J'ai personnellement vu comment on coupait mes phrases pour juxtaposer les mots qui devenaient des contresens. Mais après tout, ma longue carrière m'a habitué à voir ce type de manipulation. Tout ce que l'on peut dire et raconter sur ceux qui ne pensent pas comme le système établi. Faisons du bien aux gens d'en bas, et tant pis pour ceux d'en haut. Alors justement, du côté de Paris, vous êtes et même en Bretagne, vous êtes considéré comme quelqu'un d'engagé, qui a toujours été engagé, qui n'a jamais mâché ses mots non plus, notamment au service de la Bretagne. Est-ce que vous donnez un qualificatif? Est-ce que vous pensez qu'une certaine plus d'autonomie pour la Bretagne serait un avenir possible et vivable pour la Bretagne et pour les Bretons? Alors, je suis toujours un peu dubitatif par rapport aux mots et au sens qu'on leur donne, qu'il s'agisse de l'autonomie, de l'indépendance, etc. Je vous le disais tout à l'heure en vous rappelant ma jeunesse, que j'étais contre le gâchis et la misère faite aux autres. Et c'est le regard que je porte sur les choses en disant comment pouvons-nous mieux faire au quotidien. Alors bien sûr, pour ceux qui regardent le territoire au travers de la pyramide qui, depuis Paris, régente tout, peuvent parfois être heurtés de ce que je dis, mais d'imposer les mêmes règles à Paris, dans le 7e et à Locarno, ça me paraît complètement farfelu. Mon point de vue est que la France ne retrouvera sa place qu'en valorisant le talent de chacune de ces régions. Or, les Bretons sont faits différemment des Parisiens, même si beaucoup de Bretons sont à Paris, différemment des Corses, des Alsaciens et des autres. Et c'est un peu comme dans une équipe, hein, qu'il s'agit du sport ou de l'entreprise. Il faut permettre à chacun de valoriser au mieux ses talents. Si on interdit aux gens de faire fructifier 10 ou 20% de leur capacité, on n'a absolument aucune chance de gagner. Alors justement, la Bretagne traverse depuis quelques années maintenant une crise certaine, hein, sévère, ce qui a amené d'ailleurs la naissance des bonnets rouges, cette révolte des bonnets rouges depuis quelques mois. Quelles sont selon vous les conditions durables pour relancer l'économie bretonne, et sur quel modèle? Alors je crois qu'il faudrait d'abord comprendre les Bretons, leur réaction. Ce sont certainement parmi les meilleurs citoyens français. Quand on leur a dit produisez, ils ont produit, pratiquement aux ordres du système France, qui parfois, oui, les a mis dans des corners, hein, au plan de l'environnement, des perspectives et autres. Quand on les a sollicités pour aller à la guerre, vous savez qu'ils y sont allés en nombre. Quand on leur dit qu'il faut payer les impôts, ils le paient sans trop rechigner.
Pour preuve, selon la Cour des comptes, l'économie souterraine en Bretagne est à 2,5% quand la moyenne nationale est à 14 ou 15, et que des régions comme Languedoc-Roussillon sont au-delà de 22. Donc imaginez, quand la fiscalité augmente, comme ça a été le cas depuis 3-4 ans, eh bien, pour ceux qui paient la totalité de leurs impôts, qui travaillent moins au black que dans d'autres régions, les entreprises passent sous la ligne de flottaison. Et donc, aujourd'hui, le choix est simple, hein, où on continue de tout respecter et on meurt, où on trahit ses valeurs, je veux dire, en mettant du cheval dans les lasagnes, mais ce n'est pas l'esprit qui règne en Bretagne, où on conteste le système. Et au fond, les bonnets rouges, c'est une forme de contestation du système, parce que nous sommes à un instant où la Bretagne refuse de trahir ses valeurs. Et ça ne peut être que difficile et que compliqué, parce qu'on ne peut plus vivre honnêtement compte tenu des contraintes que nous met la France. Donc justement, la solution est aussi politique. Donc quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour relancer cette économie bretonne en panne? Oui, alors tout dépend derrière ce que l'on met derrière le mot politique. J'entends la démocratie, mais nous sommes dans un pays où la démocratie ne fonctionne plus. D'autres pouvoirs ont capté la démocratie. Ils l'ont capté dans le domaine législatif, dans le domaine économique, dans la politique, enfin partout, quoi. Les espaces de liberté sont extrêmement ténus. Et il faut s'interroger sur la situation démocratique du pays. J'entendais ce matin ce qui se disait à propos de la sortie d'un livre sur la corruption. Vous savez, les scores de la France dans ce domaine, c'est quand même loin d'être honorable. Et là encore, une région plus honnête, plus travailleuse que d'autres, eh bien, souffre infiniment plus. Alors, ma conviction, c'est que l'histoire a fait que dans ce système pyramidal à la française, on a confié l'économie à des élus. Alors, ce qui marchait très bien, aussi longtemps que l'économie ne s'est pas ouverte au monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui représentait la moyenne des oppositions sur un territoire, entre le producteur et le distributeur, entre le laïc et le clérical, la gauche et la droite et tout ce que vous voulez, quelqu'un qui vivait le territoire était en situation de déplacer le curseur, un coup vers la gauche, un coup vers la droite, pour faire régner l'harmonie sur le territoire. Sauf que depuis que le monde s'est ouvert, en gros depuis les années 90, mais c'est surtout extrêmement visible depuis 2000, on ne peut plus réussir dans des combats ouverts avec des gens qui représentent la moyenne. Et qui plus est, la migration de la population élue vers un grand nombre de fonctionnaires fait que des gens qui ne comprennent pas l'économie serait censé la régenter. Et donc je crois que la Bretagne n'a aucune chance d'évoluer si elle ne reprend pas confiance en elle-même, en ses talents, et si elle ne s'organise pas pour que l'économie retrouve une place raisonnable. Est-ce que vous pensez justement que le pacte d'avenir était une bonne chose, ou alors là encore c'était une production bureaucratique finalement? Oui, c'est quelque chose qui a été construit en 15 jours, où on a rassemblé des dossiers qui étaient dans les étagères ou sur la table depuis des mois. Dans les milieux administratifs, on appelle ça un refléchage. C'est un refléchage de l'argent qu'on retire d'un tiroir pour mettre dans un autre. C'est un refléchage de la communication en fonction de la sensibilité du moment. Mais la réponse apportée n'est pas du tout à la hauteur du problème. Je vais prendre un exemple. Notre Premier ministre est venu dire en Bretagne « Je vous ai entendu et je vous apporte 15 millions d'euros ». Le problème n'est pas à 15 millions d'euros, il est à 15 milliards d'euros. Imaginez juste un instant que nos bâtiments d'élevage
ont 25 ans de moyenne d'âge, alors qu'ils avaient été conçus pour durer 15 ans, 20 ans maximum. Ça veut dire qu'ils sont totalement inadaptés pour un plus grand nombre, en termes d'isolation, donc de consommation énergétique, en termes de santé des animaux, etc. Et donc la question est à 15 milliards d'euros. Or, je veux dire, ces 15 milliards d'euros, nous les avons, puisque la Bretagne thésaurise chaque année 16 milliards d'euros qui remontent à Paris par le système bancaire ou d'assurance, sous couvert de livret A, d'assurance vie ou d'obligations d'État. Et au lieu de laisser remonter ces 16 milliards à Paris et de voir notre Premier ministre nous en apporter 15, il vaut mieux s'interroger pour savoir si l'argent gagné par les Bretons ne serait pas mieux investi en Bretagne. Donc ça passe par une nouvelle répartition des pouvoirs, une sorte de fédéralisme. Non, non, ça n'est même pas du pouvoir, parce que l'argent dont je parle, les 16 milliards, il appartient aux Bretons. Libre à chacun de dire je le mets dans le livret A ou je l'investis pour des activités économiques sur mon territoire. Mais il ne l'investira dans des activités économiques que s'il a le sentiment que ces activités seront compétitives, donneront des emplois à son fils ou son petit-fils, mais seront aussi compétitives, parce que si aujourd'hui l'argent ne rapporte plus grand-chose et même rien, les gens n'ont quand même pas envie de perdre le patrimoine qu'ils ont créé. Alors, l'actualité ces derniers temps, c'est également les déclarations de François Hollande sur une simplification régionale éventuelle qui amènerait, qui laisserait envisager peut-être la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. On sait que vous êtes un partisan de cette réunification en tant que breton engagé. Est-ce que vous ne pensez pas néanmoins qu'une réunification, déjà, est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu, qu'elle peut avoir lieu? Et d'autre part, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle risque de pénaliser l'ouest de la Bretagne et comment rééquilibrer le territoire? Bien, la question est vaste. Je dirais en premier lieu, les peuples sont bons quand ils partagent les mêmes convictions et les mêmes valeurs. Or, la Bretagne a été amputée de la Loire-Atlantique, et ce qui n'est pas la meilleure disposition pour obtenir la plus grande efficacité et la plus grande harmonie d'un territoire. Sans faire un parallèle douteux, voyez que le système soviétique a rapproché en Ukraine deux régions que tout opposait, au-delà des frontières naturelles, ethniques et compagnie, et voyez à quelle situation cela conduit. Je crois qu'il faut être respectueux de l'histoire et des peuples. C'est ma première réponse. La seconde, c'est que nous sommes tellement habitués en France à regarder les choses au travers de l'État, État qui régente tout, qu'on considère que, au fond, si l'État n'organise pas les choses comme nous pourrions le souhaiter, tout est impossible. Non, pour moi c'est faux. Et je dis à mes amis qui consacrent du temps au rattachement du 5e département, si ce rattachement a été fait, vous feriez quoi? Et donc chacun y va de sa réponse. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire? Or, aujourd'hui, quand je passe à La Roche-Bernard, je n'ai jamais été arrêté par la douane. Quand je veux acheter quelque chose dans la Loire-Atlantique, vous voyez ce qu'a fait Produit en Bretagne, et le territoire de Produit en Bretagne couvre aussi la Loire-Atlantique, ça ne pose aucun problème. Donc je crois que nous avons nos blocages dans nos têtes, parce que nous avons une grille de lecture qui finit par devenir une sorte de cage, et il faut nous en affranchir. Pour moi, l'État est au service de la nation, et il doit être le meilleur prestataire possible, qu'il s'organise comme bon lui semble. Un peu comme dans mes entreprises, j'ai toujours organisé les choses telles que cela me semblait judicieux. Et au fond, si mes clients étaient satisfaits, c'était le but. Donc, ce que vous dites aux Bretons, c'est peut-être de retrouver, avant de demander de l'État, de retrouver leur liberté d'entreprendre, leur liberté d'action, d'agir.
c'est ça? Oui, ressortir de la situation de dépendance dans laquelle ils se sont mis, en regardant trop un pouvoir, qui plus est, un pouvoir aujourd'hui qui est en train de s'étioler, pour ne pas utiliser des mots plus forts. Attendez, pourquoi voulez-vous toujours regarder, si bien que l'affaissement du pouvoir vous apparaît comme un drame? Mais que les gens du pouvoir s'organisent et soient à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Mais ça n'est pas parce qu'ils ne sont plus en situation de répondre à l'attente du pays que tout le pays doit être malheureux. Et est-ce que vous pensez justement que ce mouvement des bonnets rouges qui s'est créé, qui a fédéré des personnes de tout horizon, de tous corps sociaux, vous parliez tout à l'heure des différences qui pouvaient exister entre les Bretons, mais là on a vraiment retrouvé les Bretons unis. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui a de l'avenir en tant que mouvement qui n'est ni politique ni spécifiquement économique, mais qui est plutôt un mouvement de contestation du XXIe siècle qui n'existait pas jusqu'à présent, au final? Je crois que ça a de l'avenir. Parce que la primauté a été donnée au territoire. Au fond, des gens que l'on croyait ou qui croyaient devoir s'opposer ont fini par découvrir qu'ils avaient des intérêts communs, qu'ils pouvaient défiler ensemble, et que le salut ne viendrait que parce que des Bretons d'abord s'entendraient entre eux et cesseraient de se regarder en faisant tout passer par Paris. Imaginez la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons des éleveurs qui sont bons pour élever des poulets. Je dis les poulets pour prendre un exemple simple. Ils sont performants, ils ont des indices, des taux de conversion, enfin tous ces termes qu'on utilise pour établir des comparaisons. Ce sont des gens extrêmement performants. Nous avons des abattoirs qui n'ont peut-être pas les derniers équipements modernes, encore qu'il faut voir pour certains, et abattoirs qui sont mis à l'arrêt. Ça veut dire que nous sommes en train de développer des travailleurs pauvres. Et dans le même temps, nous avons des vrais pauvres qui vont au Resto du Cœur de Pontivy ou d'ailleurs et auxquels on distribue des poulets brésiliens. Imaginez la folie dans laquelle nous sommes. Ça veut dire que des travailleurs pauvres ne peuvent plus nourrir les pauvres sur notre territoire. Et pourquoi ne peuvent-ils plus le faire? Parce que tout remonte par Bercy. Le travail est taxé par Bercy, le carburant est taxé par Bercy, les bâtiments sont taxés par Bercy, enfin tout est taxé. Il arrive un moment où on va retrouver le sens commun et on va dire, permettez au moins que les pauvres de chez nous, les pauvres travailleurs, éleveurs ou autres, puissent nourrir les pauvres tout court. Est-ce que c'est pas justement avec un système de barrières douanières que ça pourrait protéger la production locale par rapport au poulet brésilien, comment on pourrait favoriser le poulet breton par rapport au poulet brésilien Non, mais on n'échappera pas à la compétitivité. Alors ça peut être compris comme un gros mot par certains, mais je cite le poulet brésilien, mais au fond, nos plus gros concurrents en poulet, ce sont les Belges et les Hollandais. Plus gros concurrents en porc, ce sont les Allemands. Voyez, et ce sont des pays qui nous bordent et qui sont dans les mêmes conditions. C'est simplement la charge que la France met sur le travail de manière générale est telle que nous n'avons plus la compétitivité. Aujourd'hui, notre retard de compétitivité par rapport aux pays voisins en agroalimentaire est de l'ordre de 12 à 14%. C'est colossal. Et cet écart s'accroît de 2% par an. 1% parce que les pays voisins continuent de faire tourner à fond leur mécanique, puisque la France est un édredon fantastique qui acceptent d'importer la part de récession qu'ils auraient dû être. Donc ils continuent de tourner à fond, de mettre des outils plus modernes, et de ce fait gagnent 1%. Et nous, en Bretagne, ici, ou en France de manière générale, nous perdons 1% parce que nous ne fermons pas assez vite des élevages ou des usines qui sont devenus en surnombre. Donc la situation est dramatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il en coûte moins, en tant que Français, de se nourrir avec des produits importés qu'avec des produits français. Si nous continuons d'importer et en quelque sorte d'imposer aux Français de consommer français, ça veut dire que nous allons perdre toute compétitivité, le peu qui reste pour fabriquer des automobiles ou autre chose. Donc nous sommes au bout d'un système. Et forcément qu'il va devoir se réformer.
Alors, ou il se réforme dans la globalité, mais je crains la violence, ou il peut se réformer, comme de plus en plus le pensent, par zone géographique. Et si la réforme, l'adaptation de la France doit commencer par une zone géographique, je crois que ce sera par la Bretagne. Alors justement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui a toujours de l'espoir et qui est optimiste. Comment vous voyez la Bretagne en 2032, à 500 ans de la perte de son indépendance? Alors, je ne cours pas après une nouvelle indépendance, et puis probablement qu'en 2032, je ne courrai plus très vite, même si je vois un collègue cycliste qui a 102 ans fait des prouesses qui me font rêver. 105, voilà. Non, alors, 2032, ce sera dans 18 ans. Et je crois qu'à nouveau, le soleil brillera pour la Bretagne. Parce que la France, d'une façon ou d'une autre, aura dû retrouver raison, hein, et reconsidérer la vraie valeur des choses, ce qui compte, et pas forcément faire de l'argent avec de l'argent, comme on le dit couramment. Nous allons vivre une période extrêmement difficile, puisque, au risque de faire peur, nous ne sommes pas encore en crise, puisque la France continue d'emprunter quasiment 1 milliard d'euros par jour pour échapper à la réforme. Mais elle va venir, c'est inévitable, parce que nous ne pourrons plus emprunter ou nous ne pourrons plus assumer les taux d'intérêt lorsqu'ils vont monter, ce qu'on annonce pour le milieu de cette année. Et donc la France devra se réformer, et dans 18 ans, oui, la Bretagne sera belle. Elle se sera inscrite sur les lignes du futur. Et eh bien, la question, en tout cas pour moi, c'est que pouvons-nous faire pendant ce creux de 10 ou 15 ans que nous allons connaître. Et là-dessus, on a quelques idées. Monsieur Glon, merci. Je vous en prie. Bonne journée.